Monsieur Jean-Bricmont, pouvez-vous nous donner votre analyse au sujet de ce qui se passe en France? Plus précisément, quelle a été votre réaction au récent attentat à Paris? Ben, j'ai été interviewé par Independenza TV juste après les attentats et je reconnais que ma réaction peut-être manquait d'émotion. C'est-à-dire, je me suis rendu compte effectivement, et moi je n'ai pas de problème avec ça, que beaucoup de gens ont une réaction et dans la manifestation, etc., très émotionnelle, parce qu'effectivement, d'une part, des gens comme Cabu, Wolinski et même Charb étaient des dessinateurs très talentueux, très connus, que les gens avaient lu depuis leur plus jeune âge, etc. D'une part, ils ont été assassinés sauvagement pour la raison la plus absurde qui soit, à savoir les caricatures. Et donc, je comprends très bien que les Français et moi-même sommes choqués. Maintenant, il y a différentes façons d'exprimer son chagrin, d'exprimer son émotion. Et ma façon de réagir, c'est de dire, bon, essayons de réfléchir, d'analyser, de réfléchir à ce qu'on va faire. Mais je comprends très bien que dans l'émotion, ce genre de message passe mal. Et donc maintenant, il y a un peu de temps qui est passé. Et j'espère qu'on peut réagir, essayer de réagir rationnellement, sans provoquer de sentiments négatifs. Et effectivement, comme je l'ai dit, moi j'ai été très choqué. J'ai connu Charlie Hebdo quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, je l'ai lu, je l'aimais, etc. Le premier Charlie Hebdo, celui de Coron et de de Coron et de Cavana, oui. De Cavana, oui, c'est ça. Et ce premier Charlie Hebdo, évidemment, je ne l'aimerais plus aujourd'hui, mais je comprends pourquoi on l'a aimé à l'époque, etc., dans l'esprit de 68. Mais il est très différent du Charlie Hebdo qui a été refait à partir de 92 par Val et ses compères. Mais bon, il est évident que rien ne justifie les attentats, rien ne justifie ces massacres, et que bien entendu, ces massacres ont des conséquences catastrophiques pour tout le monde. Pour les musulmans, dont soi-disant le prophète est vengé d'après les assassins, mais en réalité les musulmans sont dans une situation plus difficile aujourd'hui qu'hier. Pour les juifs qui après tout se sentent inquiets et qui ont raison de se sentir inquiets, il y a quand même des attentats où le magasin Cacher n'a pas été choisi au hasard, le musée juif de Bruxelles non plus, etc. Donc moi je comprends très bien l'inquiétude, évidemment pour toutes sortes de gens qui sont inquiets pour leur liberté d'expression, puisque immédiatement, tout en prétendant défendre la liberté d'expression, le gouvernement français a pris des mesures liberticides, on a traduit en justice quantité de gens, bon, on a poursuivi Dieudonné, mais pour des gens inconnus, il y a des jeunes, des adolescents qui ont fait des belles blagues, des blagues très Charlie Hebdo d'ailleurs, et qui sont retrouvés devant les tribunaux et parfois avec des peines de prison en comparution immédiate. Donc, le résultat immédiatement auquel on peut penser est catastrophique. D'ailleurs, je fais remarquer que le 11 septembre 2001, ma réaction immédiate, le jour même, a été de dire aux gens autour de moi, pensez à tous les gens qui vont mourir dans le tiers-monde quand les Américains se vengeront. Je ne pense pas que la France a la possibilité de lancer des guerres comme l'ont fait les Américains, mais évidemment, au point de vue de répression intérieure, de stigmatisation des musulmans et d'augmentation des tensions communautaires, évidemment, le résultat des causes est catastrophique, au-delà même de la tragédie que je ne veux pas minimiser de ces dessinateurs qui sont morts. Donc la question n'est absolument pas, et je dois dire, j'ai vu chez des amis américains des réactions avec lesquelles j'étais pas d'accord, qui sont excessives, qui consistent à voir les manifestants comme islamophobes. Les manifestants peuvent manifester pour toutes sortes de raisons, ne sont pas nécessairement islamophobes, et aussi, par exemple, mon ami Finkelstein compare Charlie Hebdo à Der Stürmer, qui était ce journal antisémite en Allemagne nazie, en disant, voilà, si on avait attaqué Der Stürmer, il aurait été légitime de manifester pour cela? On ne peut pas comparer, la France n'est pas un État totalitaire, Charlie Hebdo était un journal très marginal et pas du tout pas réellement soutenu par l'État avant les attentats, et donc, je veux dire, et de toute façon, la comparaison est excessive, mais, je veux dire, je reviendrai là-dessus, mais je pense qu'il y a eu des réactions dans les gens qui sont irrités par la Charlie Manie, qui me paraissent excessives, et je pense qu'effectivement, il faut, et peut-être que moi j'ai pu donner cette impression, même si c'est pas ma volonté ou mon sentiment, parce que je n'aime pas tellement exprimer trop ouvertement mes sentiments. Et j'essaie de pousser à la réflexion. Maintenant, il y a une chose qui me dérange dans Je suis Charlie, c'est pas le suis Charlie, mais c'est le je. Et ça, c'est quelque chose qui était une question de génération, peut-être vous aussi, je sais pas, mais moi j'ai du mal avec ce que j'appellerais le subjectivisme généralisé de notre culture. C'est-à-dire, c'est toujours je condamne.
j'envoie mes condoléances. Sur Facebook, les gens disent je suis solidaire de toutes les victimes du monde entier. Ou j'envoie mes condoléances à des gens qui ne savent pas qu'ils existent, qui ne savent pas que leur statut Facebook existe, etc. Il y a quelque chose que je trouve très ridicule, y compris quand c'est je ne suis pas Charlie, ou quand c'est je suis palestinien, ou nous sommes palestiniens. J'ai jamais aimé ces slogans, depuis nous sommes tous des juifs allemands de 68, parce que nous ne le sommes pas. Et dire nous sommes des trucs que nous ne sommes pas, ça me paraît déjà gênant parce que c'est contradictoire, ça fait déjà bon. Et ce que ça signifie en pratique, quand on demande aux gens ce que ça signifie, ça veut dire je suis solidaire de. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être solidaire de gens qu'on ne connaît pas? Et tant qu'on ne fait rien. Si on dit voilà, il faut des mesures répressives, il faut pas de mesures répressives, etc. Ça, c'est des suggestions concrètes. Mais il faut faire la guerre, je sais pas où. Mais ces réactions émotionnelles, elles signifient en pratique, la traduction en français, c'est je suis dans le camp du bien. Je suis du côté du bien parce que je suis solidaire, etc., etc. Et ça, je n'aime pas parce que je trouve que la question de savoir si on est dans le camp du bien ou pas, on laisse à d'autres de l'évaluer, on ne le dit pas soi-même. Ça me fait penser à d'autres époques et d'autres pays où on aurait dit je suis un bon chrétien, je suis un bon musulman, je suis un bon communiste, etc. Et maintenant, je suis Charlie, c'est ça ce qui m'énerve, c'est le je plus que ce que ça veut dire parce qu'effectivement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour des gens différents. Que pensez-vous du lien entre l'islam et ces attentats? Oui, alors ça c'est une question qui est tout le temps discutée, où on a essentiellement deux pôles. Enfin, on a des gens dits de droite ou d'extrême droite qui vont dire voilà, regardez tous les textes appelant au massacre aux tueries dans l'islam, puis d'autres personnes qui viennent avec d'autres textes et qui disent voilà, il y a d'autres textes qui disent autre chose. Et moi j'ai l'impression que c'est comme ça dans toutes les doctrines religieuses et même toutes les idéologies. C'est-à-dire vous pouvez prendre des textes sacrés, dès que vous sacralisez les œuvres d'un auteur, par exemple le Coran, la Bible, etc., vous trouvez dans ces textes ce que vous voulez. Ces textes sont arbitraires, ce ne sont pas des manuels de physique, et même dans les manuels de physique, il y a des choses à discuter ou à interpréter. Mais dans ces textes-là, tout est interprété, parce qu'effectivement, vous pouvez dire, mais il n'y a pas de contrainte en religion, puis non, il faut tuer les infidèles, etc. Tous ces textes sont contradictoires. Donc les gens prennent en fonction des circonstances dans lesquelles ils vivent et de leur tempérament et de leurs désirs, ce qu'ils veulent dans ces textes, et après les interprètent. Et c'est pour ça que moi je suis très irrité par l'idée qu'il y a une bonne interprétation des textes sacrés. Par exemple, j'ai un ami qui était un théologien de la libération, le chanoine Luther, et lui évidemment il dira voilà, l'évangile me dit de prendre parti des pauvres, etc. Et moi je lui dis je suis d'accord avec toi sur tout, mais philosophiquement non, parce que je pense que Franco, l'Inquisition, tous ces gens-là étaient d'aussi bons chrétiens que toi, seulement ils disaient les textes autrement. Alors, parfois on me dit, mais c'est l'évangile, mais l'évangile, il n'y a pas que l'évangile dans la doctrine de l'Église, et chez les protestants, il y a aussi la Bible, et dans tous ces textes, on trouve des choses discutables, et donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas de bonne interprétation, mais je vais prendre d'autres exemples. Prenons l'anarchisme. Est-ce que, moi je suis, on va dire, de sensibilité anarchiste, mais je ne suis pas membre d'une organisation, d'ailleurs, vous ne voudrez pas de moi sans doute, mais si je prends ce qu'on appelait la propagande par le fait au tournant du 19e et du 20e siècle, qui étaient des attentats faits par des anarchistes contre des têtes couronnées en particulier, est-ce que l'anarchisme mène à cela? Selon moi non, mais suivant les anarchistes de l'époque, oui. Ce sont deux visions différentes de l'anarchisme utilisant le même mot. Prenons le marxisme, qui a aussi fonctionné comme religion à mon avis. Prenons les brigades rouges ou la fraction armée rouge. Ces gens se réclamaient d'une certaine lecture du marxisme, léninisme, maoïsme, etc. À la même époque, les partis communistes orthodoxes disaient que c'était des gauchistes irresponsables, etc., etc. Qui avait raison, qui avait tort? Ils se réclamaient tous des mêmes textes, mais ils les interprétaient différemment, ils choisissaient des textes différents. Ou prenons un communiste actuel qui est une vague, je sais pas, un truc droit de l'hommiste, démocrate, etc., mais qui se réfère à Marx, ou bien des communistes des années 30 qui étaient staliniens, qui parlaient des classes, de dictature du prolétariat, etc. Ils ont tous les mêmes références, mais ils sont totalement différents. Et donc, on n'a pas ça seulement dans l'islam, on a ça dans le christianisme, où effectivement, on a cru une certaine époque qu'il fallait brûler les sorcières. Maintenant, il n'y a plus personne qui penserait brûler les sorcières. Alors, ce qui est vrai, et ça c'est vrai que c'est différent entre l'islam, par exemple, et le catholicisme chez nous, ça c'est vrai, c'est que le catholicisme, chez nous, après des siècles de combats, mais des siècles qui remontent à la Renaissance, ou aux Lumières, mais même à la Renaissance, est devenu très, on va dire, gentil. Charlie Hebdo s'est moqué tant et plus de l'Église, des papes, etc. Et qu'est-ce qu'a fait l'Église quand il y a eu les attentats? Ils ont fait sonner les cloches de Notre-Dame. Et il serait pas pensable, je pense, enfin, qu'il y ait des catholiques qui aient tué les gens de Charlie Hebdo et risqué leur vie pour ça, parce qu'il faut en plus risquer sa vie, ce que peu de catholiques sont prêts à faire, surtout pour une chose pareille. Pourtant, il s'est trouvé des musulmans pour le penser. Alors, évidemment, une chose qu'il faut aussi comprendre,
c'est que je donne toujours cet exemple. Supposons qu'il y ait dans une religion, dans un groupe, ou dans le mouvement communiste, ou je sais pas, n'importe quel groupe, un 0,1%, donc un dixième de pourcent de fanatiques. D'accord? C'est pas beaucoup. Mais si on prend 1,5 milliard de musulmans, ça fait 1,5 milliard de gens. 1,5 million de fanatiques, c'est beaucoup de gens, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et donc, le problème, c'est toujours, est-ce que vous avez regardé le nombre absolu qui peut être beaucoup, ou le pourcentage qui peut être très peu? C'est comme ça pour toutes les religions, parce que les brigades rouges et tout ça, c'était une toute petite fraction des gens qui se réclamaient du marxisme, mais ils pouvaient faire beaucoup de dégâts. Et donc, je pense que il faut voir les deux aspects, et à mon humble avis, ne pas, en tout cas pour moi qui ne suis pas croyant, ne pas tomber dans le piège de dire il y a une vraie interprétation de l'islam. La plupart des musulmans vont dire c'est pas le vrai islam, ça je pense, et je suis content qu'ils le disent, je suis content que ce soit pas leur interprétation. Simplement, je dis, c'est pas ça la question, chacun a son interprétation, et le fait c'est qu'aujourd'hui dans le monde musulman, il y a j'ai parlé cet après-midi encore à un musulman qui m'a dit qu'ils étaient arriérés par rapport aux catholiques, ça m'a fait rire, mais c'est-à-dire qu'il y a une littéralité, une croyance littérale au ciel et à l'enfer, une croyance littérale au texte, un islam politique qui est beaucoup plus radical qu'aujourd'hui la démocratie chrétienne, peut-être pas plus que la démocratie chrétienne dans le passé, mais beaucoup plus radical que tout démocrate chrétien aujourd'hui. Et donc, évidemment, ça c'est vrai, on se trouve devant ce phénomène où on a un islam beaucoup plus radical. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, c'est une autre question. Mais je veux relativiser parce qu'on a pu trouver ça dans des marxistes, dans des anarchistes, dans des nationalistes aussi. Après tout, la guerre de 14 a commencé avec l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, qui a été fait par un nationaliste serbe bosniaque. Et donc, il y a eu des attentats nationalistes tentés plus. Il y en a eu pendant la guerre d'Algérie, il y en a eu plein. Et donc, effectivement, je pense que il y a eu l'IRA, l'ETA, etc. Il y a eu des tas de terrorisme autres que l'islam, mais qui sont liés effectivement à des idéologies que les gens interprètent de façon violente, qu'ils prennent très à la lettre et pour lesquelles ils sont prêts à sacrifier leur vie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, en France ou en Suisse, etc., des catholiques. Comment voyez-vous Charlie Hebdo d'un point de vue politique? Oui, ça c'était une question très délicate, parce que beaucoup de gens me disent, mais comment peux-tu critiquer Charlie Hebdo alors qu'ils sont de ton bord, enfin de mon bord politique. Alors, je veux donner d'abord un exemple d'un texte de Val que j'aime bien citer, de Philippe Val, qui était le rédacteur en chef pendant longtemps, et qui a écrit dans Charlie Hebdo ceci. Si l'on regarde une carte du monde en allant vers l'Est, au-delà des frontières de l'Europe, c'est-à-dire de la Grèce, le monde démocratique s'arrête. On en trouve juste un petit confetti avancé au Moyen-Orient. C'est l'État d'Israël. Après, plus rien jusqu'au Japon. Entre Tel Aviv et Tokyo, règnent des pouvoirs arbitraires dont la seule manière de se maintenir est d'entretenir chez les populations illettrées à 80% une haine farouche de l'Occident en tant qu'il est constitué de démocratie. Alors ça, c'est un texte que je trouve toujours très intéressant parce que il illustre ce qui est malheureusement une idéologie occidentale que moi je trouve extrêmement dommageable et qui était dans Charlie Hebdo et qui, à certains égards, je pense, est une idéologie d'extrême droite dans la vision qu'elle a des rapports avec le reste du monde. D'abord, premièrement, c'est faux qu'il y a 80% d'illettrés dans les pays entre Tel Aviv et Tokyo, c'est vraiment faux. Il n'y a pas de pays à 80% d'illettrés. Deuxièmement, si on regarde une carte, moi je vois l'Inde quelque part entre Tel Aviv et Tokyo, et l'Inde est formellement une démocratie. Bon, donc déjà c'est faux. Mais en plus, même dans les pays qui sont pas démocratiques, l'idée qu'ils se maintiennent au pouvoir en attisant la haine de l'Occident, c'est complètement absurde. Je veux bien que ces gouvernements invoquent la haine de l'Occident, mais la haine de l'Occident, elle est là. Elle est là même dans les démocraties. Elle est là en Amérique latine. Enfin, la haine de l'Occident, il faut s'entendre. La haine des politiques occidentales à leur égard. À bien des égards, les mouvements nationalistes et libératoires dans le tiers-monde, en tout cas au départ, après la guerre, n'étaient pas anti-occidentaux, au sens où ils n'étaient pas nécessairement contre les constitutions occidentales. Par exemple, Ho Chi Minh a repris la déclaration d'indépendance des États-Unis quand il a proclamé l'indépendance du Vietnam, où il a essayé de la proclamer en 1945. Mais Nehru était tout à fait occidental, mais il voulait se débarrasser de la tutelle occidentale. Et ce faisant, ils se sont heurtés aux Occidentaux, mais pour des raisons politiques. C'était pas pour des raisons culturelles qu'ils étaient opposés. Maintenant, c'est vrai que dans les mouvements religieux, il y a peut-être une opposition qui s'exprime
plus sous une forme idéologique et culturelle, mais c'est une erreur de penser que de tout temps ça a été cela. Et beaucoup de pays aujourd'hui décolonisés ou qui résistent à l'impérialisme américain, comme en Amérique latine, par exemple en Amérique latine, il n'y a pas de fanatisme religieux. Chavez parle peut-être de Dieu, mais il est pas clérical. Je veux dire, il y a pas de dictature religieuse, mais néanmoins ils sont pas d'accord avec les Américains, et pour de très bonnes raisons, parce qu'ils veulent contrôler leurs ressources, ils veulent vendre à plus cher leurs matières premières, ils veulent défendre leurs travailleurs, etc., etc. Et donc, ils veulent avoir simplement l'indépendance, la souveraineté. Et donc, c'est une déformation totale, et qu'on voit tous les jours aujourd'hui, parce que maintenant on a l'impression que les gens découvrent, on nous attaque parce qu'on nous déteste à cause parce qu'on est des démocraties, parce qu'on a la liberté d'expression, etc. C'est une vision catastrophique du monde, et qui pour moi effectivement me fait penser, parce que j'ai grandi quand même, j'étais gosse pendant la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, enfin j'étais jeune pendant la guerre du Vietnam, mais à la vision du monde qui était celle de la droite pendant ces guerres-là. C'est-à-dire, ces gens nous attaquent, non pas parce qu'ils ont des raisons légitimes de ne pas être contents d'être sous notre botte, mais parce que ils sont communistes, ils sont musulmans, ils sont pas quoi, je sais pas quoi. Et cette idéologie, c'est assez frappant que, avec les transformations de la gauche à l'époque Mitterrand, avec le développement de ce que j'appelle l'impérialisme humanitaire, etc., etc., on est arrivé à cette vision du monde dans des journaux qui se disent de gauche et qui, d'une certaine façon, sont, pour moi, Charlie Hebdo, c'est la caricature de tout ce que je déteste dans la gauche ou l'extrême gauche contemporaine, c'est d'ailleurs en particulier cette vision du monde. Alors, parlons d'autre chose avec Charlie Hebdo, d'un point de vue politique. Vous connaissez l'affaire Siné. Siné était dessinateur, c'est aussi un grand dessinateur. Il a été chassé de Charlie Hebdo à l'époque de Val, ça c'est vrai, parce qu'il avait recopié, c'est discuté dans la République des censeurs, il avait recopié un article de Libération faisant sur une information de Patrick Gobert de la LICRA, comme quoi le fils de Sarkozy allait se marier avec l'héritière de Darty, donc de la maison Darty, qui est juive, et il pensait se convertir au judaïsme pour l'épouser. Bon. Il a repris cette information, et Siné a rajouté une phrase, il a dit « Il ira loin dans la vie, ce petit ». Alors, moi je ne comprends pas très bien pourquoi c'est scandaleux. Évidemment, Charlie Hebdo fait ce qu'il veut. S'il ne veut pas de collaborateurs qui disent ce genre de choses, ils peuvent. Mais qu'on ne me dise pas alors qu'ils transgressent tous les tabous, qu'ils se moquent de tout, etc., etc. Ça, c'est simplement pas vrai. Ils se moquent pas de tout. Ils se moquent des musulmans et des catholiques. Et quand il s'agit, soi-disant, de l'antisémitisme, ils s'attaquent à ce qui pour moi est un détail. Parce que Siné a dit qu'il se serait moqué tout autant si la mariée avait été catholique, musulmane, etc., et qu'on s'était converti. Les mariages les conversions, pour raison d'opportunité lors de mariage avec des gens fortunés, font toujours jaser dans les chaumières. Et que peut-on trouver de plus français que l'expression d'Henri IV, Paris vaut bien une messe? Et que veut dire Paris vaut bien une messe, si ce n'est, on peut se convertir pour des raisons d'opportunité. Et donc, c'est vraiment, il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour y voir quelque chose d'antisémite. Le tribunal est d'accord avec moi, puisqu'il a condamné Charlie Hebdo pour licenciement abusif, et a envoyé promener les gens qui ont poursuivi, parce que Siné a été poursuivi au tribunal sur la base des lois antiracistes. Moi, je trouve extraordinaire que quand on parle de l'antiracisme, on me dit toujours « Ah, mais vous comprenez, ce sont pas des paroles, ce sont des actes, ce sont des gens qui disent qu'il faut tuer tous les juifs, etc. » Mais quand est-ce que les gens sont condamnés pour avoir dit qu'il fallait tuer tous les juifs? Quand on regarde des affaires concrètes pour lesquelles les gens sont poursuivis comme Siné, il a rien dit, il a pas dit qu'il fallait faire quoi que ce soit. Quand on prend Morin, Saminaïr et Salnav qui ont été poursuivis aussi parce qu'ils avaient écrit un article dans Le Monde sur la question palestinienne, peut-être excessif, mais où ils n'ont jamais rien dit pour nuire à quelques juifs que ce soit. Mermet qui a été traîné au tribunal aussi pour des raisons liées au conflit israélo-palestinien, et des quantités de gens qui sont mis sur le côté, qui sont sanctionnés, etc., quand ils disent des choses à ce sujet-là, sur la base de l'antiracisme, alors qu'il n'y a rien en soi de racisme, parce qu'il n'y a rien sur les juifs en général. Et donc, c'est tout à fait, c'est déjà tout à fait scandaleux, mais ils peuvent le faire. Simplement, il faut assumer. Alors, ils ont fait aussi une caricature de Dieudonné avec un tout petit cerveau, où ils ont mis le cerveau de Dieudonné un point de détail. Donc, c'était une allusion à cette phrase de Le Pen que les gens regardent, c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais montrer Dieudonné avec un petit cerveau, vu les préjugés qu'il y a sur les Noirs, c'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux en matière d'antiracisme. Enfin, je vous laisse juger. Ils ont fait aussi une autre caricature où ils ont montré Sœur Emmanuelle quand elle est morte, en disant je vais me masturber sur terre, je vais sucer des bites ou je sais pas, ou des queues au paradis. Mais en quoi c'est une critique? En quoi, par exemple, en quoi c'est une caricature de la religion?
Je veux dire, cette femme n'a fait de tort à personne, pourtant je sache, c'est pas le pape, elle n'a pas voulu imposer ses croyances aux autres, elle vivait, elle travaillait pour les pauvres, etc. Je veux dire, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi on la prend comme cible, si vous voulez. D'accord, qu'on le fasse d'un évêque, du pape, ça c'est bon, mais ils peuvent le faire. Simplement, c'est quelque chose que je trouve d'assez mauvais goût. Alors montons encore dans le mauvais goût. Quand il y a eu des gens au Caire qui étaient assassinés, des gens, disons, proches des frères musulmans, qui dans des manifestations, pas plus ou moins pacifiques, ou apparemment pacifiques au Caire, ont été tués par centaines, si n'est par plus de 1000, par le gouvernement actuel de Al-Sisi au Caire. Charlie Hebdo a titré, a fait une couverture, on voyait un musulman tenant le Coran et qui disait le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Alors en quoi est-ce que c'est une critique de la religion ou une moquerie de la religion? C'est une moquerie de civils qui sont tués par un gouvernement militaire. Alors ils peuvent être pour. Dans le temps, il y avait des gens qui étaient pour Pinochet quand il a pris le pouvoir. Il y avait des gens qui étaient pour l'Afrique du Sud. Il y a des gens, évidemment, il y a encore beaucoup de gens qui sont pour le gouvernement israélien, même quand ils bombardent Gaza. Mais le problème, c'est que quand ces gens ont ces positions, ils ont le droit d'avoir ces positions-là. Et on ne peut pas les assassiner parce qu'ils ont ces positions-là. Mais non, et on ne peut pas les censurer parce qu'ils ont ces positions-là. Mais qu'on ne me dise pas que ces positions sont proches des miennes. C'est tout. Qu'on ne me dise pas qu'ils sont de gauche. Enfin, on peut définir la gauche comme on veut. Mais pour moi, c'est des positions d'extrême droite. Où on se moque de gens tués par un gouvernement militaire et où il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. J'ai jamais entendu un musulman dire que le livre, le Coran, allait arrêter des balles. Donc c'est même pas se moquer des croyances, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment assez extraordinaire. Alors, on me dit parfois, ils sont pro-palestiniens. Alors, j'ai vu une caricature qu'on a montrée récemment dans un débat télévisé, où on voit les Palestiniens ont deux ennemis. Alors, vous voyez des soldats israéliens ou des colons d'un côté, et puis d'autre part, des supporters du Paris Saint-Germain qui crient « mort aux Juifs ». Alors, ça, c'est typiquement ce que j'appelle le nini. C'est-à-dire, on met sur le même pied une armée puissante, d'occupation, etc., ou les colons, enfin peu importe, je ne sais plus ce qu'ils avaient décrit d'un côté, et de l'autre côté des abrutis, totalement dénués de pouvoir, qui s'ils disaient ça en face de flics seraient arrêtés, emmenés au commissariat et condamnés, qui ne représentent rien à la société française, et qui sont soi-disant des ennemis des Palestiniens, mais je ne sais pas où ils ont été chercher que ces gens-là étaient réellement des ennemis des Palestiniens. Comme ils n'ont aucune influence, ils ne sont pas des ennemis, et c'est une façon évidemment de mettre sur le même pied, comme ça on donne l'impression d'un équilibre, on dit voilà, il y a les Israéliens d'un côté et les supporters du PSG de l'autre. Entre parenthèses, c'est aussi une façon de plus d'autres choses que je déteste dans Charlie Hebdo, c'est se moquer du peuple, des gens simples, des gens ordinaires, les supporters de foot, ça c'est une de leurs cibles, le beauf, si le beauf c'est le réac qui est un peu dans toutes les familles, ça je veux bien, mais le beauf est devenu de toute façon croissante, le français moyen, le français ordinaire, qui par définition est chauvin, raciste, antisémite, etc., etc. Et donc, c'est toujours aussi cette obsession de se moquer du peuple. Pour moi, c'est de nouveau un truc de droite ou même d'extrême droite. Et dans le cas de l'équilibre entre le supporter du PSG, l'armée israélienne ou les colons israéliens, c'est de nouveau tout à fait biaisé pour moi de mettre les deux sur le même pied, parce qu'évidemment le rapport de force n'est pas du tout le même, et c'est ce qu'ils ont fait dans beaucoup de guerres, où évidemment ils se sont attaqués aux gens qui étaient opposés aux guerres. Il y a une vidéo sur votre site où je réponds à Charlie Hebdo là-dessus, en ce qui me concerne. Ils ont évidemment fait des caricatures de Nasrallah lors de la guerre du Liban en 2006, je me rappelle les avoir vues, et de nouveau faire des caricatures de l'ennemi pendant la guerre, c'est évidemment participer à la propagande de guerre. Alors on me dit aussi qu'ils sont anticapitalistes à cause, par exemple, donc le Bernard, qui est cet économiste critique, etc., donc Bernard Maris. Bon. Mais le problème que j'ai avec cette gauche anticapitaliste, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour faire un mouvement anticapitaliste en France, aujourd'hui, et rassembler les gens dans une lutte contre le capitalisme qui est supposée se baser quand même sur les travailleurs et pas sur la petite bourgeoisie uniquement, pas sur et les travailleurs, dans les travailleurs, il y a énormément de musulmans, il y a une très grosse fraction de musulmans. Alors si on décide de polariser le peuple au maximum sur les questions identitaires, sur les questions religieuses, etc., comment est-ce qu'on va faire un rassemblement? Par exemple, les communistes dans le temps, qui étaient en principe athées parce que marxistes, etc., il y avait toute une tendance qui voulait la main tendue aux catholiques, qui voulait faire une alliance politique avec les travailleurs catholiques. Mais comment vous allez faire ça, une alliance avec les travailleurs, comment dirais-je, musulmans, si au-delà d'une critique de la religion comme aliénation, comme l'auraient fait les communistes, etc., vous moquez simplement d'eux ou leur crachez au visage. C'est simplement impossible. Donc cet anticapitalisme est complètement factice.
Et que pensez-vous des dernières caricatures de Charlie Hebdo qui ont, comme on pouvait s'y attendre, remis le feu aux poudres? Oui, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus. Alors évidemment, moi je suis d'accord qu'elles doivent être autorisées parce que je serais contre des lois censurant le blasphème. La raison est simple, c'est pas que j'aime ces caricatures, mais si on censurait le blasphème, je sais très bien que les religieux en profiteraient pour empêcher toute critique des religions, parce qu'au cours de l'histoire, ça a toujours été comme ça. Quand les gens soulignent les contradictions dans les textes sacrés, ou les ambiguïtés, les différentes interprétations, etc., ce qui a fait partie de la critique des religions depuis des siècles, alors ils hurlent toujours, ah, blasphème, blasphème, blasphème. Donc on ne veut pas autoriser la censure du blasphème. Ça, les choses sont claires, pour moi. Mais, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que quelque chose est autorisé que vous êtes obligé de le faire. Moi, j'aime bien Joe Sacco, qui est un caricaturiste qui avait fait des caricatures dans le Guardian. Et il a montré un noir tenant une banane et tombant d'un arbre. Il a dit, est-ce que j'ai le droit de montrer un noir tombant d'un arbre en tenant une banane? Il dit, oui, je viens de le faire. Mais est-ce que je dois le faire? Est-ce que si ça vexe des gens, je suis obligé d'en faire plus? D'accord? Ça pose une question. Est-ce que quand on sait qu'on va heurter des gens, est-ce que, bon, on peut les trouver susceptibles, on peut trouver que c'est idiot. C'est vrai que les catholiques, par exemple, ne réagissent pas comme ça c'est vrai. Les musulmans réagissent comme cela. Moi, je pense que du côté moi, si j'étais musulman ou si j'étais de culture musulmane, je pense que je réagirais comme ça. Je serais furieux, je n'irais tuer personne, évidemment, mais je serais furieux parce que je considérerais l'attaque comme purement gratuite, parce que ce ne sont pas des ex-musulmans qui se rebellent contre leur religion d'origine, des catholiques qui seraient comme, je sais pas, des cinéastes Buñuel, ou je sais pas, des cinéastes anticléricaux. Non, ce sont des gens qui se rebellent contre la religion des autres. Or, les autres ne leur ont jusque récemment rien fait. Bon, maintenant ils sont morts, c'est autre chose, mais avant ils leur avaient rien fait. Les musulmans, il faut bien comprendre que si on ne vit pas dans les cités, où je veux bien qu'il y ait des conflits identitaires, etc., ne nous font rien. Ils ne nous font pas la guerre. En France, combien est-ce qu'il y a de députés musulmans, de journalistes musulmans, de partis musulmans, etc. Quelle importance des musulmans dans les partis politiques, etc. Pourtant que je puisse voir, elle est quasiment nulle. Et donc, c'est tout à fait absurde de voir, quand Houellebecq dit au deuxième tour entre Marine Le Pen et un musulman, ce sera le musulman qui va gagner, mais c'est Marine Le Pen qui a 85% des voix au deuxième tour, si un deuxième tour devait se produire, quelles que soient les consignes de vote des autres partis. Parce que les Français voteront pour une Française et pas pour un musulman. Enfin, les Français non musulmans voteront pour une Française et pas pour un musulman. Donc, il faut quand même avoir un certain, bon, il peut écrire les romans qu'il veut, c'est pas ça la question, mais il faut quand même avoir un certain sens de la réalité et de se rendre compte où sont les rapports de force dans le monde. Et encore une fois, quand il s'agit des guerres, il y a eu des attentats, il y a eu des attaques, mais les guerres, en général, se font de la part d'occidentaux dans les pays musulmans, et encore aujourd'hui, c'est des drones qui tuent plus de gens qu'il y en a tué à Charlie Hebdo, etc., ou Israël qui en tue, etc., on tue des milliers de gens, y compris des civils, y compris des innocents. Bien sûr, c'est pas la faute des sénateurs de Charlie Hebdo, ça c'est vrai, mais c'est pas la faute des gens qui sont tués non plus. Quand on commence à réfléchir en termes de conflit des civilisations comme on veut nous le présenter, alors il faut se rendre compte que les choses sont compliquées, et un musulman peut très bien trouver que si en plus de toutes les difficultés qu'il a, des humiliations qu'il a, des discriminations qu'il a, etc., en plus, on se moque de ce qu'il a de plus sacré juste pour l'emmerder, parce que c'est ça, on va vous cracher au visage avec ce que vous avez de plus sacré, juste pour vous faire réagir et plus rigoler encore plus de vous, quoi. Alors ils deviennent fous, c'est une mauvaise réaction, je pense que la meilleure réaction, ce serait de dire on s'en fout. Mais il y a des moments où si je vous insultais sans arrêt, à un moment donné, vous fâcheriez si vous m'avez rien fait. Et c'est la gratuité du geste, vous comprenez? Alors, ce qui était intéressant, c'est moi j'ai fait la préface d'un livre d'un type qui est juif, et lui il est Atman, et lui c'est un juif ex-juif, enfin il veut rompre avec sa culture d'origine, et c'est pas la religion qui le dérange, c'est ce qu'il appelle la politique identitaire, hein, le fait de toujours penser à ce qui est bon pour les juifs, pas bon pour les juifs, etc., de se focaliser là-dessus, évidemment, les effets que ça a dans les groupes pro-israéliens, etc. Bon. Et alors, quand il a écrit ce livre, il a été comparé par un critique, de nouveau, au Der Stürmer, au journal antisémite allemand. Mais il n'y avait rien de pareil à Der Stürmer dans son livre. Je ne connais pas Der Stürmer en détail, mais l'image que j'en ai. Et donc, c'est frappant que quand il y a un juif comme Hartmann qui, lui, on va dire, fait des caricatures, même c'est pas vraiment des caricatures, de sa propre, je veux pas dire religion, mais sa propre identité, c'est considéré comme scandaleux. Et quand on le fait vis-à-vis d'autres personnes et des musulmans, on doit trouver ça normal. Et alors, ça m'amène à un dernier point qui est pas très populaire, c'est que j'ai des discussions avec des gens qui me disent on peut quand même pas s'arrêter parce que ce serait s'auto-censurer. Je dis mais on s'auto-censure tout le temps dans cette société. Moi je m'auto-censure.
Moi, j'ai eu des conférences annulées, j'ai été interdit de parler à plusieurs endroits, etc., à cause de mes positions. Toujours sur la même chose. Le conflit israélo-palestinien, le rôle des organisations pro-israéliennes, ou la censure à propos, enfin, des lois mémorielles, etc., ou l'usage des lois antiracistes. C'est toujours ça. J'ai fait des conférences sur l'anarchisme sur la République espagnole, tout ça, sur Chomsky. Même sur Chomsky, je peux dire ce que je veux sur Chomsky, sauf si je parle de Faurisson et de la liberté d'expression. Et c'est quand même assez extraordinaire quand on se rend compte de ça. Moi, je l'ai même expérimenté quand j'ai commencé à parler de ça, parce que j'ai parlé des guerres humanitaires, et l'un dans l'autre, je me suis mis à m'intéresser à Israël, à ce qu'on ne pouvait pas dire, ce qu'on pouvait dire, etc. Et j'ai expérimenté moi-même les réactions hystériques de certaines personnes, le fait qu'on veut m'empêcher de parler, qu'on m'interdit de parler, et jamais pour autre chose. Jamais pour autre chose. Alors, c'est quand même étonnant, évidemment, tant que on ne touche pas à ce genre de choses, on est libre. On peut dire ce qu'on veut sur Dieu, on peut dire ce qu'on veut sur la biologie, on est libre. Mais évidemment, dans un certain sens, il y avait des soviétiques qui, à mon avis, se sentaient libres parce que ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient du capitalisme, de l'impérialisme américain, etc. Enfin, en mal. Ils pouvaient pas critiquer le Parti communiste. Mais s'ils avaient intériorisé que le Parti communiste était hors norme, alors évidemment, ils se sentaient libres. Et il y a une amie algérienne qui vit en France qui m'a dit, en France, les gens ont intériorisé, ils sont libres, c'est les droits de l'homme, c'est la patrie des droits de l'homme, etc., etc., ils sont libres. Mais ils savent qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler. Et ils l'ont tellement intériorisé qu'ils n'ont même pas l'impression, ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils s'autocensurent tout le temps sur les questions que je viens de mentionner. Et cette autocensure, les gens peuvent s'autocensurer. Simplement, je trouve qu'il y a une immense hypocrisie à venir nous dire que on défend la liberté d'expression. Non, on défend la liberté pour des gens puissants de caricaturer, de se moquer de gens faibles. Mais on ne défend pas la liberté d'expression, sinon il faut la défendre pour Faurisson, il faut la défendre pour Renoir, il faut la défendre pour Dieudonné, il faut la défendre pour tous les jeunes adolescents qui ont fait des blagues très Charlie Hebdo, de très très mauvais goût et très déplacées, exactement comme celle de Charlie Hebdo avec comment dirais-je, les gens qui sont morts au Caire, ou avec De Gaulle quand il est mort, le tragique à Colombin est mort. Et donc, des blagues de très mauvais goût après les attentats, hop, comparution immédiate, tribunal, des adolescents, des gens en état d'ivresse, enfin, on a fait passer toutes sortes de gens qu'on a mis en prison, alors qu'on ne parle pas de liberté d'expression, qu'on ne parle pas de liberté de caricature, ou de faire de l'humour déplacé. Ou bien alors on m'explique pourquoi, au nom de quoi, l'humour de Charlie Hebdo, dans tous les exemples que je vous ai donnés, Sœur Emmanuel, Le Caire, Dieudonné, etc., bon, tous les autres, bon, je pourrais en donner des tas, sont ok, sont des caricatures légères, c'est de l'humour, et puis les autres, c'est pas de l'humour, je sais pas. Ça, c'est le problème que j'ai. C'est l'hypocrisie dans cette défense de la liberté d'expression. Oui. Et comment voyez-vous la suite des événements? Très mal, évidemment, parce que ce genre de truc, c'est comme le 11 septembre, c'est tout à fait prévisible. Ce genre d'attentats, comme d'ailleurs le propagande par le fait, comme les attentats des brigades rouges, la fraction armée rouge longtemps, a toujours des effets prévisibles de renforcement de l'État. D'accord? Ça va renforcer la répression, ça va renforcer la censure, même si on prétend être contre la censure, parce qu'on va censurer les idées des gens qui, entre guillemets, ne sont pas Charlie ou dévient un peu plus de la ligne officielle, parce qu'on se rend compte, dans cette histoire-là, que Charlie tient un discours qui, en fait partie du discours dominant. Il est évidemment, soi-disant, pour les libertés, etc., mais comme l'Église n'a plus le rôle qu'elle avait. Par exemple, si je prends le premier Charlie Hebdo, celui de Cavana et de Coron, ce Charlie Hebdo-là, à l'époque, dans son antimilitarisme quelques années après la guerre d'Algérie, dans son anticléricalisme à une époque où on pouvait faire interdire un film basé sur le livre de Diderot, La religieuse, de Jacques Rivette, qui a été interdit à l'époque de Gaulle, dans tout ce climat-là, climat où l'avortement était interdit, même la contraception l'était, etc., évidemment, cet esprit-là était subversif par rapport à l'esprit du temps. Il choquait les grands bourgeois catholiques de l'époque. Mais maintenant, il n'y a plus personne qui est choqué par ça. L'UMP, il n'y a personne qui est choqué par ça. C'est pas ça ce qui les dérange. Et comme ça attaque les gens qui sont marginaux, faibles, avec lesquels on est souvent en guerre, évidemment, et qui sont considérés comme les méchants parce qu'ils sont anti-israéliens et anti-sionistes, évidemment, ce genre le discours de Charlie Hebdo aujourd'hui est fonctionnel dans le système, pour l'essentiel. Il n'est pas subversif. Et d'ailleurs, ils ne sont pas réellement réprimés, ils sont sûrement pas réprimés par le pouvoir. Il y a parfois des procès, mais bon, il faut encore voir ce qui se passe. Mais ils sont pas du tout, le pouvoir ne les marginalise pas comme il le fait avec Dieudonné ou avec des gens proches de lui. Et donc, il y a quelque chose d'irritant à faire de la subversion, comment dirais-je, du passé, c'est-à-dire s'attaquer au pouvoir du passé et faire les flics et les curés et donner l'impression qu'on est subversif aujourd'hui. C'est un peu comme si
je sais pas, à l'époque de l'Union soviétique, des gens avaient fait des caricatures, s'étaient moqués du tsar. Oui, à l'époque de soviétique, c'était possible de critiquer le tsar. À l'époque du tsar, c'était différent. Il faut vivre avec son époque et voir quels sont les tabous de notre époque. Les tabous de notre époque ne sont plus ceux de la religion catholique ou de Gaulle, etc. Et donc, c'est ça ce qui est un peu irritant dans Charlie Hebdo, qui passe pour subversif alors qu'il l'est plus du tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on va avoir l'éternel débat qui est un faux débat entre les gens qui disent oui c'est la faute au Coran et puis ceux qui disent non il faut pas stigmatiser, etc. Personne, à mon avis, ne va poser la question de quelle est réellement notre liberté d'expression et sur quelle base on met des limites à cette liberté d'expression. Et personne ne va poser la question que faut-il faire en politique étrangère et comment peut-on, s'étonner que dans un monde globalisé où il y a effectivement une circulation des armes, des hommes, etc. et où on a encouragé les islamistes en Libye, on les a encouragés en Syrie, etc. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle en anglais du blowback, du retour de manivelle? D'ailleurs, Chalmers Johnson qui a écrit ce livre dont le titre est Blowback, donc retour de manivelle, avant le 11 septembre, il y avait un type d'administration Bush qui disait que c'est un livre comique à lire avant le 11 septembre, mais après le 11 septembre, certaines personnes se sont mis à réfléchir. Et effectivement, c'était ma réaction lors du 11 septembre, c'est qu'évidemment, c'est du blowback, c'est-à-dire, c'est un retour de manivelle d'une politique étrangère agressive vis-à-vis de ces pays-là, et c'est se voiler la face, de refuser de le voir. Et évidemment, beaucoup de gens vont continuer à se voiler la face, beaucoup de gens vont dire, oh, c'est des fanatiques religieux, ce qui est vrai, mais qui n'est qu'une partie de la réalité. Et on va continuer. Et à mon avis, disons, on aurait pu le penser après le 11 septembre, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Évidemment, on aurait pu espérer après le 11 septembre qu'il y ait une prise de conscience et une réorientation de la politique américaine, et c'est le contraire qui s'est passé. Il y a eu plus de répression, plus de lois antiterroristes et plus de guerres à l'extérieur. La France n'a pas réellement les moyens de faire de nouvelles guerres, mais évidemment, ça va être plus d'alignement sur les États-Unis, plus de répression, etc., et une augmentation des tensions communautaires qui, entre parenthèses, nuisent aussi aux Juifs, puisqu'ils sont effectivement, ça je suis le dernier à contester que l'antisémitisme monte, mais évidemment, l'alignement par rapport à Israël et les agissements du gouvernement israélien, à mon avis, le font monter, cet antisémitisme. Et la répression, les deux poids deux mesures dans la liberté d'expression, etc., ne fait que le faire monter. Et donc, moi, je vois l'avenir à court terme, en tout cas, très négativement. Je ne sais pas si vous avez vu, Monsieur de Villepin a écrit un texte récemment où il dit que la France glisse lentement dans un climat de guerre, qu'il faut résister à l'esprit de guerre. Ma question est, comment cette résistance peut-elle concrètement s'organiser selon vous? Oui, notez que Zemmour dit la même chose. Zemmour dit qu'on va vers la guerre civile. Bon, lui, il a l'air de dire que c'est inévitable et je pense qu'il faut effectivement éviter cela, mais je pense aussi qu'on ne va pas éviter cela avec du prêchi-prêcha. Et on ne va pas l'éviter en empêchant Zemmour de s'exprimer. Il faudrait le confronter et voir quelles sont les solutions, mais c'est évident que le prêchi-prêcha antiraciste qu'il faut qu'on tous s'aime, qu'il faut lutter contre les délits d'opinion, il y a des tonnes de poursuites pour délits d'opinion. Il y a eu des poursuites on a essayé de faire taire Zemmour quand il est venu en Belgique, on essaye de faire taire Chopra, avec qui je suis pas du tout d'accord. Enfin, je vois qu'il y a des poursuites tout le temps, dans tous les sens. Et ça ne va rien arranger. Le problème, au contraire, c'est qu'il faut maximiser l'ouverture du débat. Il faut discuter avec les islamophobes. Il faut pas seulement discuter avec les islamophobes sur la base qu'ont certains musulmans, la religion est jolie, il n'y a pas de mal, etc., etc. Non, il faut les confronter de différentes façons, mais ça ne se fera pas, évidemment, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Et de Villepin, moi je pense que dans les hommes politiques français actuels, c'est la voie de la raison. Il y a aussi Chevènement, mais qui est plus âgé. Et de Villepin, qu'est-ce qu'il représente à l'UMP? Il est totalement marginal, il ne pourrait pas même être un possible candidat à l'élection présidentielle. Et donc, évidemment, quand les hommes politiques sont marginalisés ou qui sont à la retraite, etc., ils commencent à dire des choses intéressantes, comme Mélenchon, comme Carter, etc., comme Speed. Enfin, il y a plusieurs hommes politiques, mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui est, comment dirais-je, oui, c'est ce qu'il dit est vrai. Alors, comment s'organiser? Je pense qu'il faudrait, mais de nouveau, ça me paraît impossible en France, rassembler les gens de gauche, de droite, enfin un peu apolitique, parce que beaucoup de gens sont apolitiques, sur cette base-là, sur une base non à la censure, non à la répression et non à la guerre. Mais rassembler les gens sur cette base minimale est quasiment impossible parce que les Français, je vais peut-être paraître raciste avec les Français, mais ils me paraissent
extraordinairement divisés et adoré se diviser sur des questions identitaires, sur des questions religieuses, sur des questions de mariage pour tous, sur des questions de ci et de ça et de ça. Et en particulier entre gauche et droite, même si la gauche et la droite, finalement, se ressemblent à bien des égards. Et donc, le problème, c'est ça, c'est que créer un mouvement comme il y a par exemple Stop the War Coalition en Angleterre, qui me paraît un bon exemple, même s'il n'arrive pas énormément, il n'arrive pas à grand chose, mais c'est un bon exemple parce que c'est une coalition sur la base Stop the War et puis c'est arrêter la guerre et ce n'est pas commencer à se disputer sur le voile, sur le mariage pour tous et toutes les questions identitaires possibles et imaginables. Donc je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Je pense que Villepin serait d'accord avec ça, mais qui va organiser ce mouvement? Il y a pas de force pour organiser ce mouvement. Parce que dans tout, où que je regarde, que ce soit à l'extrême, à la gauche, à l'extrême gauche, ils sont, d'abord, beaucoup sont pour les interventions étrangères sous une forme ou une autre, et puis il y en a aussi qui sont finalement pour la censure, en tout cas pour les gens qui ne leur plaisent pas, et puis il y en a aussi qui sont des excités des conflits identitaires sur le voile et des choses comme ça. Alors ça c'est à l'extrême gauche. À l'extrême droite, évidemment, on a des problèmes similaires, et les partis du système, ils ont les partis du système. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir de créer un tel mouvement en France. Mais par exemple, je pense que des mouvements, je ne les connais pas bien, mais Podemos en Grèce, Podemos en Espagne ou Syriza en Grèce, je ne pense pas qu'ils réussissent, ceux qui réussissent, au moins à rassembler une fraction importante de l'électorat, en divisant les gens sur les questions identitaires. Je pense qu'ils mettent ça au frigo. Ils vont pas se disputer éternellement sur ces questions religieuses ou sur la forme, sur la République en Espagne ou des choses comme ça. Je pense que c'est ça ce qui fait leur force. Le journaliste Bruno Mazur a qualifié de délire collectif le traitement des attentats par les médias français. Partagez-vous cet avis? Mais je n'aime pas trop parler des médias parce que je les suis pas de très près, entre autres parce qu'ils m'énervent parce que je pense que c'est en général du délire collectif. Mais d'un autre côté, évidemment, dans une tragédie pareille, c'est presque inévitable. C'était comme ça après le 11 septembre, c'est de nouveau comme ça aux États-Unis sur la plupart des médias. Je veux dire, c'est pas une surprise. À partir du moment où il y a ce genre d'attentat, on peut être sûr qu'il va y avoir ce délire collectif. Et moi, je ne veux pas justifier le délire collectif pour cela, mais je pense qu'il faut que, bon, oui, je pense que c'est probablement le cas, mais c'est aussi prévisible. Et donc, je veux dire, les médias, de toute façon, les médias, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que ils ont poussé à presque toutes les guerres. Enfin, quand elles sont faites par la France, donc ils ont poussé à la guerre en Libye, ils poussent à la guerre en Syrie, ils poussent à la confrontation en Ukraine, ils essayent de maximiser les conflits avec comment dirais-je, avec la Russie. Moi, paradoxalement, je suis relativement indulgent vis-à-vis des hommes politiques, même comme Hollande et Obama. Parce que Obama, par exemple, je suis convaincu que sur le plan la question israélo-palestinienne, il voudrait avancer, mais il ne peut pas. Il aurait le Congrès sur le dos, il aurait les médias sur le dos, etc. Il ne peut pas. Hollande, je sais pas s'il a des idées réellement, mais j'ai l'impression que ce qui est important à comprendre, c'est que vu le système médiatique, les hommes politiques ne peuvent pas faire certaines choses. Ils ne peuvent pas. De même qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut, ils ne peuvent pas faire certaines choses. Je ne dis pas qu'ils veulent le faire, mais s'ils le voulaient, ils auraient les médias sur le dos et ce serait très difficile. Et quel crédit accordez-vous à ceux qui prétendent que l'attaque à Charlie Hebdo est un attentat sous fausse bannière? Oui, ça c'est la question que je rencontre tout le temps. Moi, ma réponse est très simple. Je ne m'occupe pas de cela. Si les gens veulent, je vais dire spéculer là-dessus parce que je crois que c'est de la spéculation, c'est libre à eux, mais moi, je ne vais pas participer à cela. Je ne vais pas non plus les diaboliser comme certains le font. Parce que, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de légendes qui circulent, mais je pense que c'est en partie dû au fait que les élites politiques et médiatiques se sont discréditées auprès d'une bonne partie de la population et que par conséquent, cette population, ne croyant plus rien d'officiel, croit tous les bobards qu'il y a sur Internet, vrai ou faux. Alors la question des conspirations ou des complots, c'est quand même compliqué parce que, est-ce que par exemple c'est un complot du conspirationnisme de dire qu'en 53, c'est la CIA qui a organisé des manifestations contre Mossadegh de façon à le renverser et rétablir le pouvoir du Shah. J'ai vu récemment que c'était officiellement admis, mais c'est des choses qui sont bien connues depuis très longtemps par toutes sortes de gens. Est-ce que c'est du complotisme de parler de toutes les tentatives d'assassinat ou d'attentats à Cuba de la part de la CIA? Est-ce que c'est du complotisme de dire qu'ils ont renversé Diem au Vietnam, etc.? Je veux dire, il y a des tas il y a des tas de manœuvres et d'actions de la CIA qui effectivement, ou du Mossad, qui sont bien documentées, souvent des années après, mais qui ne sont pas du complotisme. Alors, à côté de cela, il y a beaucoup de complotisme aussi. Mais moi, je m'intéresse, comme je l'ai fait dans cette interview, à l'analyse de l'idéologie.
Je laisse à d'autres la question des complots. Je m'en occupe pas. C'est tout. Mais est-ce que je leur accorde du crédit? Mais comme j'y réfléchis pas beaucoup, dans ce cas-ci, non, pas beaucoup. Mais c'est pas mon sujet. C'est-à-dire que c'est ni mon sujet pour les défendre ni pour les attaquer. C'est bon, je parle d'autre chose. Et en général, je pense que le complotisme, quand il est excessif, c'est-à-dire quand il est purement spéculatif, peut faire du tort. Je pense que c'est vrai qu'il y a des coups montés, des élections achetées, des trucs truqués, des renversements, des coups d'État, des révolutions colorées, manipulées, etc. Ça, je crois que c'est vrai. Mais je pense aussi que c'est pas l'essentiel de dénoncer cela. Et deuxièmement, je pense que, comment dirais-je, il faut, je veux dire, oui, enfin moi, il faut être rigoureux quand on établit ce genre de choses. Et je pense qu'effectivement, si on prend tout ce qui circule sur Internet, c'est pas rigoureux. Je vous remercie infiniment, Jean Bricmont. Je peux rajouter encore un mot? Si vous voulez. Mais c'est parce que je voudrais rajouter ceci. Souvent, il y a des gens qui pensent que je suis anti-occidental. Mais en fait, moi, il y a des choses que je n'aime pas dans l'Occident. Notre impérialisme et notre attitude vis-à-vis du reste du monde. Et ce mépris qui est exprimé, par exemple, par Philippe Ball. Mais, je tiens à nos libertés, je tiens à un certain nombre de choses qu'il y a en Occident et qu'il n'y aurait pas si je vivais dans d'autres pays. Enfin, ça dépend desquels, mais bon. Et donc, je suis totalement favorable à la laïcité. Ce que je trouve dramatique, c'est que dans nos sociétés, on a aujourd'hui une classe médiatico-politique terriblement imbue d'elle-même, victime d'hubris, d'orgueil, de démesure, et qui, à mon avis, nage à l'aveuglette. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'ils ont réellement un plan et qu'ils savent réellement où ils vont. Je ne pense pas, par exemple, que leur construction européenne, l'euro, etc., ils savaient que ça allait arriver dans la situation dans laquelle c'est aujourd'hui. Je ne pense pas que quand ils ont envahi la Libye, ils savaient sur quoi ils allaient arriver. Je ne pense pas que ils ont prévu les réactions des Russes, etc. Ils ont cette impression qu'il suffit qu'ils arrivent quelque part, ils vont gagner, ils vont s'imposer, tout le monde veut d'eux, etc. C'est une illusion complète. Le monde a évolué presque constamment au XXe siècle dans le sens de la décolonisation et par conséquent de la désoccidentalisation du monde. Et nous ferions mieux de comprendre ça, de parler au reste du monde et d'essayer de préserver ce qu'il y a de valable dans la civilisation occidentale, parce que je pense qu'il y a des choses valables, plutôt que de croire que nous allons imposer par la force et par le mépris notre volonté au reste du monde. Mais je pense que cette caste détruit l'Occident, détruit ce qui est valable dans l'Occident, précisément par son aveuglement. Je ne pense pas qu'elle a un plan capitaliste, mondialiste, ou je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est bien ça ce qui m'inquiète. Merci. Oui, je me dois ici de signaler à ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas que la liberté d'expression est le sujet central de votre dernier livre titré La République des censeurs. Oui. Un ouvrage qui est, je pense, particulièrement d'actualité en cette période de grande confusion politique et médiatique. À bientôt et encore merci. Merci. Au revoir.